Bonjour à toutes et à tous. Si vous en doutez, le golf est une activité de montagne à part entière. Quelle station n'a pas son 9 ou son 18 trous? Alors au pied des Alpes et au bord du lac Léman, en Haute-Savoie, la France organise l'un des plus prestigieux tournois de golf féminin au monde, c'est l'Evian Championship. Les 120 meilleures golfeuses de la planète sont attendues ici fin juillet. Alors nos deux invités du jour pour comprendre l'ampleur de cet événement alpin sont tout d'abord Franck Riboud, le président d'honneur du groupe Danone et également président de l'Evian Championship. Et puis notre deuxième invité est lui Steve Branjon qui est lui le directeur sportif de ce tournoi l'Evian Championship. Alors point de vue et le golf, c'est tout de suite. Cette année, on va fêter les 25 ans de l'Evian Championship. Alors ce tournoi de golf féminin portait un autre nom à sa création et nous sommes avec le président de l'Evian Championship pour comprendre ce tournoi. Franck Riboud, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président de l'Evian Championship, mais vous avez d'autres casquettes si je peux me permettre. Oui. Vous êtes président d'honneur du groupe Danone. Absolument. Qui porte et sponsorise ce grand tournoi. Vous êtes aussi le co-créateur finalement de ce tournoi de golf. Non. Pas du tout. En fait, non. Ce tournoi de golf, il a été co-créé. D'abord, il a été créé par une seule personne qui s'appelle Valérie Goletti, Pamar, qui était la directrice du golf ici. Elle devait avoir 22 ans, 23 ans. Elle venait de finir sa fac aux États-Unis. Je crois qu'elle a fait UCLA. Elle est arrivée ici. Déjà, c'est un beau symbole parce que ça veut dire qu'on donnait le poste de directeur du golf à une jeune fille de 23 ans, 24 ans. Elle avait été en équipe de France amateur et du coup nous a poussé à faire ce tournoi, mais c'est mon père qui a pris la décision de le faire et qui m'a demandé de m'en occuper. Donc je suis assez rapidement rentré dans le cercle de l'organisation. On est quoi? On est en 1994 à cette époque? Oui, c'est ça, 25 ans. 25 ans. Au début, ça s'appelait l'Evian Masters. L'Evian Masters, oui. Et pourquoi ça a changé de nom finalement? Ça a changé de nom le jour où on est devenu un major. Dans la hiérarchie, comme en tennis, dans la hiérarchie des tournois de golf, il y a les différents circuits, le circuit américain, le circuit européen, le circuit asiatique. Le plus connu, le plus fort en termes golfiques et en termes financiers, c'est le circuit américain et le circuit japonais. Et on était Evian Masters, très local. On était 50, dont 10 de la famille ici. Hein. Et puis on était inscrit au Tour européen, le LET, Ladies European Tour. Et puis on a été sanctionné, alors ça paraît très facile hein, tout ça, mais c'est des anecdotes, c'est des combats, c'est des batailles, c'est un monde anglo-saxon totalement. On est devenu sanctionné par le LPGA Tour, c'est-à-dire le Ladies Professional Golf Association, le tour américain. Donc là vous changez de dimension parce que vous avez les joueuses américaines, enfin celles qui jouent sur le tour le plus fort au monde. Donc vous augmentez dramatiquement la qualité des joueurs, mais ça vous oblige à avoir un beau parcours. C'est comme les étoiles dans un restaurant. Au début, vous avez votre boui-boui qui est très sympa, qui est super bien. Puis vous avez la première étoile, puis la deuxième, puis la troisième. Là, vous crevez la gueule ouverte. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il faut tout monter en gamme. C'est une montée en gamme, incessante. Et à un moment donné, alors là, c'est le Graal, on devient major, comme les grands chelems au tennis. Donc il y avait une révolution déjà, parce que le golf féminin, c'est toujours un peu complexé par rapport au golf masculin. Il n'y a que 4 majors dans le golf historique masculin, donc il ne pouvait pas y avoir plus de 4 majors dans le golf féminin. Nous, les petits Français, là, au fin fond de la Haute-Savoie, on est arrivé à faire le 5e major. Alors si vous êtes le 5e major, là c'est toute la planète golf qui vous regarde dans le monde entier. On était devenu en même temps le 2e plus gros tournoi au monde. Mais dans le golf, il y a un grand tournoi que vous connaissez, enfin j'espère, qui s'appelle le Master. Tournoi Major Homme à Augusta. Et c'est un sport de tradition, le golf. Et il y a une tradition qui est écrite nulle part, c'est pas une règle, qui dit que quand on est Major, homme ou femme, il y a un seul tournoi qui peut s'appeler le Master. C'est Augusta. Et donc, nous, Evian Master, ça ne pouvait plus fonctionner. Il fallait changer. Donc on est devenu Evian Championship, qui est d'ailleurs devenu The Evian. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 1994 finalement pour vous dire, vous, votre père, allez,
on y va, on met des billes dans le golf féminin Non, et c'est notamment pas ici ça, à l'histoire. Évian. C'est quoi l'histoire? C'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est que le groupe Danone, à l'intérieur des activités du groupe Danone, je ne vais pas vous faire un cours sur les activités du groupe Danone, il y a une autre activité qui est liée aux eaux d'Évian, qui est ce resort. Le casino, le golf, les 2 hôtels, les thermes. Et c'est un business comme les autres, c'est beaucoup d'emplois, hein, beaucoup d'emplois, en plus très accessibles. Donc la responsabilité des dirigeants du groupe Danone, hier, aujourd'hui, demain, c'est d'assurer la pérennité de ce resort parce qu'on a un engagement local. Si vous prenez l'usine et le resort, on doit faire localement 60-65% de l'emploi. C'est une responsabilité. Donc à partir de là, quand Valérie, arrivant du haut de ses 23 ans, passionnée de golf, je veux faire un tournoi, elle était en tant que directeur, elle voulait dynamiser son secteur de responsabilité qui peut paraître anodin par rapport à un chiffre d'affaires de 30 milliards. Rien. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne dans ce groupe. Quand vous êtes patronne ou patron d'une entité, votre job, c'est de la faire vivre. Donc elle a voulu l'utiliser un tournoi de golf pour développer la notoriété du resort et du golf. Même pas du resort, du golf. Ça, c'est la première explication. Et mon père a trouvé ça génial comme idée. En plus, à l'époque, on avait les rencontres musicales. Donc on s'est dit, il faut autre chose. Et puis surtout, et ça, c'est pas un secret, tout le monde le sait, quand vous exploitez la marque Évian, vous avez des accords avec la ville d'Évian. Et dans ces accords, vous avez la responsabilité, un espèce de cahier des charges d'animation de la ville. Et on faisait les majorettes, les machins, les trucs, le bidule. Donc ça, c'est moi qui l'ai fait. Je suis allé voir le regretté Marc Francina pour voir avec lui comment on pouvait être plus synergique et plus puissant. Et plutôt que de se disperser dans plein de trucs, qui est plutôt le rôle de la municipalité, qui par ailleurs est assez bien rémunérée par les eaux d'Évian, faire en sorte qu'on focalise les moyens sur un truc. Créer un bel événement. Et ce truc a été l'Évian Masters, qu'on a fait grossir et qui aujourd'hui a dépassé la ville d'Évian. C'est toute la région qui en bénéficie. Alors pourquoi le golf féminin? Parce que votre directrice de l'époque était une Parce que femme? c'est beaucoup moins cher que le golf masculin. Ah voilà, ou parce qu'il y avait une place et que c'est moins cher que le golf masculin, c'est ça? Non, c'est toujours comme ça dans la vie. Vous tirez, c'est comme la vie, c'est une pelote de laine. Vous tirez et puis vous regardez ce qu'il y a au bout. Vous avez une directrice du golf qui est une femme, une marque qui est Évian, c'est l'eau des bébés, l'étiquette est rose. Et vous verrez, on fait un petit film pour les 25 ans où on voit mon père, qui adorait les femmes, dire c'est tellement élégant, et ben le golf féminin c'est comme les femmes, c'est l'élégance. On raconte un peu après, mais l'idée c'était celle-là, parce qu'il s'est trouvé qu'on nous a proposé un événement qui était celui-là. Alors de nouveau, est-ce que c'est une vision ou est-ce que c'est de la chance? Je pense que c'est un état d'esprit surtout, qui fait que oui, aujourd'hui, vous avez des mouvements E4She, on se retrouve 25 ans après, mais au cœur du cœur d'une des plus grandes problématiques de la planète. Sauf que Franck Ribou, si je peux me permettre, vous l'avez poussé au maximum pour devenir Mais major. ça c'est moi, vous me demandez d'aller jouer à la pétanque, je vais gagner. Hein. Oui, fallait être devant. Fallait être il faut y aller. Pourquoi se mettre des limites? Non, vous faites un truc, je vous dis, on démarre, on n'était rien. Et puis maintenant, bah oui, et on y tient le deuxième plus gros du monde, car le premier doit rester l'US Open. Alors très curieusement, finalement en France et donc à Évian, en Haute-Savoie, on organise ce très beau tournoi, l'Évian Championship. Le plus beau. Le plus beau, très curieusement. Pour autant, le golf féminin en France, pas qu'en France, en c'est Europe. pas extraordinaire. En Europe, c'est pas extraordinaire. On est un petit peu à la traîne. Bah, c'est indépendant. Non. Alors ça, vous voyez, on voit que vous n'avez pas l'historique. Parce que le golf féminin français est bardé de titres. À commencer par Catherine Lacoste, Marie-Laure Lorenzi. Vous avez, en amateur, le golf féminin français a tout gagné. Et en professionnel, il y a eu d'immenses championnes. Ça ne se sait peut-être pas. Mais en fait, non, le golf féminin a toujours été au top. Toujours au top. Peut-être moins maintenant, mais c'est des cycles, ça c'est comme dans tous les sports. Mais historiquement, le golf féminin français a toujours été de très très haute facture.
Maintenant, si on parle de ce site, de cet événement, qui est donc mondialement connu, en tout cas sur la planète golf, est-ce qu'il permet de faire rayonner... Alors tout de suite j'arrête. C'est pas la planète golf, c'est plus que ça. C'est vraiment plus que ça. Non mais bien sûr. Il y a des pays où l'Evian Championship a plus de notoriété que la marque Evian au minéral. Carrément. Ah carrément, oui. Et ça Car permet... il y a des pays où la culture golf, alors pour le coup, là je vais dans votre sens, est beaucoup plus développée que dans notre pays. Oui voilà, là effectivement il y a des pays, le Ça, golf... on est tous victimes d'une espèce de noyau dur. Autour du footchin. Oui, enfin, qui porte une image assez négative d'ailleurs, mais c'est plus ça le golf. C'est le C'est golf... très parisien comme image ça. Alors que c'est pas forcément ça. Vous prenez la Haute-Savoie, vous allez à Annecy, vous allez à Aix-les-Bains, vous allez à Gier, plein de gens qui jouent au golf, c'est pas une question d'ordre social. Alors c'est la question qui suit, c'est est-ce que cet événement il est véritablement implanté sur ces terres en Haute-Savoie où il a un côté très artificiel, on vient, ça marche 4 jours et puis après, hop, c'est fini, tout a disparu. Oui, c'est une bonne question parce qu'en fait, devenant sanctionné par le LPGA, devenant major, devenant le deuxième du monde, le risque était de se dénaturer ou de se mettre hors sol et de se prendre pour le marquis de je sais pas quoi. C'est exactement ce qu'on a cherché à conserver. Toute son implication régionale, qu'elle soit économique, qu'elle soit les enfants. On va voir parce que là c'est en juillet, donc ils seront en vacances. Mais jusqu'à maintenant, on avait 900 enfants qui venaient, soit les écoles de golf, soit le lendemain les profs de PS, etc., etc. Donc on a toujours cherché à garder une vraie implication territoriale. Même là, on pourrait penser que passant en juillet, l'impact sur l'économie va être moindre, puisque en juillet c'est la haute saison, donc on peut penser que tout est plein. Ce qui est d'ailleurs pas complètement vrai, parce que fin juillet est une zone de transition, donc c'est pas toujours plein. 1er au 20, oui, 1er août, 20 août, oui, mais la période de transition, les gens prennent plus un mois de vacances maintenant. Mais je pense qu'on va changer le modèle économique de la région. C'est-à-dire? Comme les hôtels sont pleins, et que nous, il y aura toujours autant de gens qui vont venir, avec les réseaux sociaux, avec les plateformes, avec les Airbnb de la Terre et autres, je pense que le local, qui lui d'ailleurs peut être en vacances ailleurs, peut développer sa propre économie grâce au tournoi, en louant sa maison, en louant son appartement, ce qui est déjà le cas, hein, on le voit déjà. Mais je pense que ce phénomène va s'accélérer sur la période de juillet, puisque les lieux d'hébergement classiques sont censés déjà être pleins par la saison et le tourisme local. Mais le pari de départ, du coup, je comprends plus. C'est-à-dire qu'il fallait créer un événement pour remplir l'établissement et aujourd'hui, l'événement il est au cœur de la saison. Parce que je vous ai précisé qu'il y avait une petite baisse d'activité fin juillet. Et puis vous savez, un client au Royal ou à l'Hermitage, une fois qu'il est dans les murs, c'est un client. Donc voilà, maintenant le vrai sujet, c'est comment les équipes des hôtels vont remplir l'hôtel en septembre, qui est une basse saison. Ça, c'est leur problème. Ah oui, il y a une autre problème. Ah oui, mais c'est un challenge. Et si on parle maintenant simplement de golf et de montagne, finalement, le golf en montagne, il y a une véritable économie autour de cela. C'est-à-dire que les passionnés de golf vont dans les grands golfs de montagne ou pas du tout? Je pense que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Par contre, les passionnés de golf qui passent leurs vacances en montagne sont contents de trouver des golfs à Chamonix, aux Arcs, à Tignes, voilà. Oui, c'est deux choses séparées. Et puis en plus, il n'y en aura pas d'autres, je pense, parce que c'est très compliqué de construire un golf maintenant. Oui, il faut beaucoup d'autorisation. Beaucoup d'autorisation. Il faut de la place. Il faut de la place, beaucoup d'autorisation, ce qui est assez normal d'ailleurs. Franck Ribou, la suite maintenant, 25 ans se sont passés. Alors on attend effectivement l'édition du mois de juillet, mais comment va évoluer ce tournoi l'Evian Championship? En fait, on peut passer numéro 1, parce que je vous ai bien écouté, bien entendu, hein. C'est d'être numéro 1. On peut passer devant les États-Unis? Non, et surtout devant pas. l'US Open? Mais on aurait pu, il y a quelques années, on aurait pu. Parce que c'est quoi là? C'est une question d'argent? De dotation? Non. Le classement se fait, je vous ai dit que c'était un monde anglo-saxon, donc le classement se fait par la hauteur du prize money. Et il y a une année, je ne sais plus quand, on était genre $1 en dessous de l'US. Il faut le respecter. Et on a bien fait. Parce que c'est un sport anglo-saxon. Donc c'est vous les chefs. Ouais, vous êtes les plus gros, vous êtes les plus forts. Nous on est des nains, mais c'est parfait. Pas de problème. Ça sert à rien. Pour l'instant, il faut rester à sa place. Donc il faut rester bien là où on est, à sa place. Chacun sa place. Ensuite, l'avenir, c'est ce que j'ai dit un peu tout à l'heure.
non pas que j'ai envie d'arrêter, mais c'est plutôt la mission que Jacques Binger, qui organise ce tournoi avec moi, nous fixons, parce que personne n'est éternel, c'est d'essayer de transférer non pas du savoir-faire aux jeunes qui sont dans les équipes, mais c'est de leur transférer notre passion, c'est de transférer la créativité qu'on a toujours eue, c'est de transférer cette capacité à casser des codes tout en respectant la tradition. C'est ça qu'il faut qu'on leur apprenne. C'est pour ça que je ne sais pas répondre de ce que ça va devenir. Ça, c'est le problème de la cathédrale de Paris. Est-ce qu'on refait pareil ou est-ce qu'on fait avec nos forces d'aujourd'hui? Moi, je pense qu'il faut qu'en ce qui concerne notre tournoi, c'est une véritable cathédrale, il faut laisser les jeunes le construire comme ils ont envie de le construire. Il faut juste qu'ils mettent sur la petite pelote. Exactement. On a fait ça 25 ans. Depuis 25 ans, tous les ans, on amène quelque chose sur le parcours, sur le réceptif, sur les joueuses. Avant, il y avait une tribune derrière le 18, maintenant on a mis des chaises. C'était la révolution. Moi, j'ai déjà quelques idées là, pour les années à venir. Ouais, vous n'arrêtez pas quand même. Il faut que ce soit en rupture, parce que si vous ne le faites pas en rupture, les gens vous disent c'était mieux avant. Si vous pétez tout et puis que vous faites tout à fait fou, ah ouais, c'est marrant, ouais. On est en juillet, c'est pas la saison de septembre. Donc peut-être qu'on peut, j'en sais rien, passer aux tentes, aux chapiteaux, je sais pas quoi. Il faut qu'on invente des choses. Donc c'est ça qu'on doit leur transmettre. Et si on leur transmet, ils vont vous inventer des choses pour les 25 ans à venir, ce qui fait que l'animal, vous garderez l'âme. C'est ce que nous, on a essayé de garder en devenant major, en restant local, en gardant cette proximité avec les joueuses. Pas que les joueuses, tous les acteurs, incluant les salariés ici, les journalistes, etc. Il faut qu'ils gardent cet esprit-là, mais après, il faut qu'ils déclinent. Eh ben, je crois qu'on a très bien compris. Merci à vous, Franck Ribou. On rappelle vos fonctions président d'honneur du groupe Danone et les eaux d'Évian, hein, notamment, ici sur la partie de la Haute-Savoie. C'était avant. C'était avant. Rien à voir. Mais président d'honneur du groupe Danone et président surtout de l'Évian Championship, voilà. Qui va se dérouler à la fin du mois de juillet. Une grosse promotion. J'ai eu une grosse promotion. Grosse promotion. Merci à vous, Franck Ribou. C'est moi. Merci. Parlons maintenant de sport. Actuellement se déroule le Jabra Ladies Open. C'est le tournoi de qualification pour l'Évian Championship. Alors, c'est le milieu du golf et pour bien comprendre ce qu'est ce milieu du golf, nous avons carrément invité le directeur du tournoi, Steve Branjon. Bonjour. Bonjour. Alors, si je comprends bien, aujourd'hui se déroule et sur plusieurs jours, un moment très important, ce sont les fameuses qualifications pour le tournoi majeur européen, l'Évian Championship. Oui, tout à fait. En fait, on a organisé ça depuis 4 ans. Ce sont des qualifications qui permettent aux joueuses européennes qui n'ont pas forcément le niveau de jouer directement l'Évian Championship de se qualifier pour ce tournoi major. Aujourd'hui, les places sont chères. Combien de joueuses? Ah oui, les places sont chères parce que vous avez 132 joueuses et il n'y en a que 2 qui pourront se qualifier pour l'Évian Championship. 2 seulement? 2 seulement, oui. C'est léger, c'est court. C'est léger, c'est court, mais c'est ça. On a des qualifications en Asie, aux États-Unis et une en Europe et on n'a que 2 places pour ces joueuses. Alors après, c'est aussi un tournoi qui fait partie du circuit européen et qui permet à ces joueuses de jouer et de gagner leur vie. Donc les 50 premières gagneront de l'argent. Mais pour se qualifier à l'Évian Championship, que les 2 premières. Que les 2 premières. Est-ce que les Françaises sont également concernées? Oui, bien sûr. Oui, il y a une vingtaine de joueuses françaises. Oui. Elles ne sont pas prioritaires pour jouer à l'Évian Championship, les Françaises. Pas du tout. Il faut le ticket. Il n'y a pas d'invitation? Alors, les critères de sélection de l'Évian Championship suivent des critères bien spécifiques. Donc vous avez les 120 meilleures joueuses du monde. Si vous ne faites pas partie des 120 meilleures joueuses du monde, que vous soyez française ou d'une autre nationalité, vous ne jouez pas. Nous, on a 4 invitations pour l'Évian Championship qu'on distribue à travers différents programmes qu'on a. Et on le fait surtout vis-à-vis du développement du golf, donc vers des organisations qui aident les jeunes joueuses golfeuses, qu'elles soient aux États-Unis ou en Asie. Donc ces wildcards, ces invitations vont spécifiquement pour ces joueuses-là. Alors pour bien comprendre le golf d'Évian, comment est-ce qu'il fonctionne quoi? À l'année, ce sont les 2 grands événements majeurs du golf d'Évian entre le Jabra et l'Évian Championship, ou alors il y a d'autres événements tout au long de l'année ici au golf d'Évian? Le golf d'Évian fonctionne comme beaucoup d'autres golfs, avec des adhérents, avec des clients qui viennent tout au long de l'année. Et il est ponctué évidemment d'événements tout au long de l'année. Alors l'Évian Championship, c'est l'événement phare, mais après on a beaucoup d'événements
pour les jeunes, parce qu'une des vocations du tournoi, c'est aussi d'aider l'écosystème du golf. Et donc, on organise un certain nombre d'événements de U12 jusqu'à 18 ans qui permettent à ces jeunes joueurs d'être confrontés aux meilleurs jeunes de leur catégorie sur un parcours très challenging. Et c'est aussi ça notre objectif. Ce parcours, justement, est-ce qu'on peut en dire un mot pour ceux qui connaissent mal le golf? C'est un parcours qui est difficile, réputé? Oui, il est difficile. Quand vous obtenez le statut de major, dans le cahier des charges, il y a le fait d'avoir un parcours particulièrement difficile. Donc oui, il est difficile parce que les greens sont extrêmement rapides, les greens sont compliqués, c'est un parcours de montagne donc assez vallonné. Et oui, il n'est pas facile, c'est clair. Et chaque année, vous le modifiez un peu pour le rendre plus difficile ou il reste comme ça figé? Chaque année, on le fait évoluer parce que le tournoi, on l'organise avec un partenaire qui est la LPGA, l'Organisation mondiale américaine de golf. Donc, il nous accompagne dans ce développement. Et l'objectif, en effet, c'est de le faire évoluer et de le rendre le plus challenging possible. Oui, tout à fait. L'Evian Championship, qui va se dérouler courant juillet, plutôt à la fin du mois de juillet. Ouais. D'ailleurs, la date a un petit peu été déplacée pour cette année. Vous attendez quoi? Les 120 meilleures golfeuses du monde? Oui, tout à fait. C'est dans les critères de sélection, c'est les 120 meilleures joueuses du monde. Donc on a vraiment le plus beau plateau qu'on puisse y espérer. Et ce plateau, il tourne régulièrement ou alors il y a une espèce de... Alors, je suis désolé, je fais la comparaison avec le tennis, mais parce que peut-être que tout le monde connaît moins bien le golf. Il y a un Nadal ou il y a un Federer, ou alors non, et il y a la même chose dans le golf féminin, ou alors non, ça change régulièrement les gens qui gagnent. C'est cyclique. Il est arrivé à des moments dans l'histoire du golf féminin des situations similaires avec deux, trois joueuses qui briguaient du plateau. Aujourd'hui, c'est un peu moins vrai. C'est très international avec des joueuses qui peuvent gagner des Coréennes, des Japonaises, des Américaines, des Norvégiennes, des Suédoises. Donc non, il y a une vingtaine de joueuses qui briguent les premières places. Alors pour bien comprendre, la meilleure, elle fait combien de coups sur l'ensemble du parcours? Et si, alors pas moi parce que je ne sais pas jouer au golf, mais on va dire un bon amateur en golf fait à peu près combien de coups sur le même parcours? C'est vraiment difficile. C'est difficile? Ouais, on ne peut pas répondre à cette question parce qu'on ne prépare pas le parcour de la même manière. Le parcours est modifié, le parcours est modifié, la longueur est modifiée, donc c'est un peu, ça ne sera pas significatif. Ça n'a pas de sens de raisonner comme ça? Évidemment, une joueuse, on est après 4 jours de compétition entre des -5 et -15, mais c'est vraiment variable par rapport aux conditions météo, encore une fois par rapport aux conditions de la difficulté du parcours. Un amateur, vous avez tout type d'amateur, donc le score peut être plus 30, plus 40, voilà, en fonction de son niveau, quoi. Alors pour cette année, est-ce que vous avez déjà 2-3 têtes d'affiche, 2-3 pronostics sur ce qui pourrait se passer par rapport à la saison passée, des idées? C'est très difficile de se prononcer, mais actuellement, vous avez 2 Américaines, les sœurs Korda d'ailleurs, qui sont, pour la petite histoire, les filles de Pete Korda, qui était un joueur de tennis qui a fait Roland Garros, qui joue plutôt bien. Vous avez Lydia Ko, qui est une néo-zélandaise, qui est aussi plutôt au sommet en ce moment. Donc oui, je vous dis, il y a une vingtaine de joueuses qui peuvent gagner. Donc ça sera les noms à surveiller. Et puis du côté des Françaises, peut-être un ou deux noms? Du côté des Françaises, il y a une joueuse. Voilà, aujourd'hui, il y a une joueuse. C'est Céline Boutier qui est la seule joueuse française qui joue sur le circuit américain et qui a gagné un tournoi en début de saison, ce qui lui a permis d'être qualifiée en France, à l'Evian Championship. Et voilà, c'est clairement la numéro 1 actuellement. Et alors, la dotation, elle est énorme, oui. Elle est gigantesque. Elle va évoluer cette année ou pas forcément? Parce qu'on parle de plusieurs millions d'euros en fait. Oui, ça fait partie aussi de notre volonté de toujours faire grossir cet événement. Donc c'est d'avoir plus de partenaires, d'avoir plus de spectateurs, d'offrir aux spectateurs des expériences qui ne sont pas que des expériences golfiques, mais la dotation fait partie aussi de l'écosystème golfique. Et aujourd'hui, on a la deuxième plus grosse dotation au monde avec 4,1 millions de dollars, ce qu'on appelle le prize money, en dessous l'US Open. Et donc oui, c'est un élément important dans l'organisation du sport féminin golfique. Ouais, c'est aussi ça la renommée. Il y a le cadre et puis il y a aussi un peu cette question financière. Je ne dirais pas que c'est la renommée parce que
on a commencé petit et on s'est fait une renommée par rapport à nos spécificités. Vous l'avez dit, le cadre est somptueux entre lac et montagne. L'expérience que vivaient ces joueuses, parce qu'il faut savoir que toutes ces joueuses, elles vont d'hôtel en hôtel, de ville pour la plupart aux États-Unis, et elles trouvent ici une qualité d'accueil, une qualité d'attention qu'elles n'ont pas ailleurs. C'est vrai pour les médias, c'est vrai pour les partenaires, et c'est ça qui a fait notre notoriété. Voilà. Après, pour être en haut, oui, le Prize Money fait partie du contexte global. Oui. Et alors même s'il y a beaucoup d'argent, il ne faut pas oublier, il y a aussi des bénévoles dans l'organisation. Il y a beaucoup de bénévoles. Il y a beaucoup de bénévoles, il y en a combien? Il y a plus de 350 bénévoles, donc on appelle ça les commissaires. Ce sont toutes les personnes qui nous aident dans la gestion sportive de l'événement, qui gèrent les flux des spectateurs, qui accompagnent les parties des joueuses. Et voilà, ce sont des gens qui viennent de la région, qui viennent de la France entière et qui de la France entière. Oui, bah oui, parce que quand vous êtes passionné de golf et que vous aimez être bénévole, vous êtes prêt à... Alors encore plus quand on sera en juillet, vous avez des gens qui prennent quelques jours de vacances pour nous accompagner. Et ça aussi fait partie des éléments qu'on n'a jamais négligés, c'est-à-dire que les commissaires, depuis le début, font partie de notre organisation. Donc on les accueille bien, on a une soirée pour eux, ils ont un espace à eux pour se retrouver après avoir contribué à l'organisation et je pense qu'ils sont contents de venir. Oui. Bon Steve, rendez-vous fin juillet? Bah, écoutez, avec plaisir. Merci à vous. Merci à vous. Rendez-vous fin juillet donc pour l'Evian Championship. On rappelle les dates? Du 25 au 28 juillet. Et bien voilà, les dates sont notées. C'est la fin de cette émission Point de vue consacrée aujourd'hui au golf et à l'Evian Championship. Alors pour voir et revoir cette émission, rendez-vous sur notre site internet montblanclive.com et cochez les replays. Pour réagir, pensez évidemment aux réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou encore Instagram, et postez peut-être votre photo de golf. On se dit nous évidemment à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Point de vue.